Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La situation politique au Togo, jour après jour, prend de nouvelles dimensions. Une nouvelle session extraordinaire de l'Assemblée nationale a été ouverte aujourd'hui sur la révision constitutionnelle. Pendant ce temps, la coalition des 14 partis politiques de l'opposition appelle à de nouvelles manifestations les 20 et 21 septembre prochains. Elle ne sera pas seule, cette coalition, dans les rues. Le parti au pouvoir Union pour la République compte aussi marcher aux mêmes dates. Dans cette situation, la liberté de presse est-elle menacée avec les convocations au SRI, le retrait de caméras et d'accréditation et l'agression des journalistes? La question commence par être posée. Le gouvernement Classou, après le ministre du Tourisme, s'est élargi à nouveau avec une nouvelle secrétaire d'État chargée de la finance inclusive et du secteur informel. Nos invités, ils sont trois. Spero Maoli, le président de CACIT, collectif des associations pour la lutte contre l'impunité au Togo. Ibrahim Acha, directeur de la publication de l'Hebdomadaire Temps Nouveau. Et puis Ildefonse Akpaki, directeur de la publication de la Gazette du Togo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Sur Pyramide FM, vous êtes les pharaons. 105.5 FM. Ibrahim Acha, bonsoir. Bonsoir Honoré, bonsoir à tous ceux que nous suivons ce moment. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le Président, Spero Maoli, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est pour nous. Et Ildefonse Akpaki, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Voilà, je le disais, la situation politique au Togo, de jour en jour, prend de nouvelles dimensions. Les manifestations se poursuivent, l'Assemblée, à tous les niveaux, il y a quand même du nouveau. Nous allons en parler dans cette émission. Mais tout de go, depuis plus d'un mois finalement, on constate que les manifestations se poursuivent. Ibrahim, quel regard vous portez sur cette situation actuelle? Non, il faut dire tout simplement qu'il y a manifestation parce qu'il y a un problème préoccupant, c'est le problème des réformes constitutionnelles dans notre pays. Vous savez que le Togo traîne depuis 2002 une constitution que je dirais bancale parce que qui ne reflète pas l'assentiment de tous les Togolais. Donc les Togolais voudraient qu'il y ait des réformes constitutionnelles pour que le Togo retrouve un texte constitutionnel qui reflète, disons, l'assentiment de tous les Togolais. Un texte constitutionnel qui est l'adhésion de tous les Togolais. Je pense que c'est ce qui fait qu'actuellement, vous allez remarquer que la tension est très montée et tous les Togolais, ou bien du moins ceux qui manifestent, voudraient quand même que le chantier des réformes puisse aboutir. Et en dehors de ce chantier des réformes, il y a un constat général dans le pays, c'est par rapport à la pauvreté ambiante, par rapport à la manière dont le pays est géré, avec tout ce que nous remarquons, le problème de la corruption, le problème de clientélisme et tout ceci, et ça fait que les Togolais ne se retrouvent pas et ne sont pas du tout satisfaits de la gestion qui est faite de ce pays. Et tout ceci amène les Togolais vraiment à réclamer quand même qu'il y ait une nouvelle façon de gérer le pays, de manière à ce que les Togolais puissent se sentir à l'aise et pouvoir aussi s'épanouir dans leur propre pays. Spero Maoli, ça a commencé le 19 août avec les manifestations du PNP. Est-ce que vous, à un moment donné, vous avez imaginé qu'on en soit aujourd'hui là où nous sommes? Oui, je pense que ce n'est pas, moi je ne dirais pas que ça a commencé avec le 19, ça s'est acerbé avec le 19. Les réclamations, les revendications étaient prévues depuis. Rappelez-vous déjà que l'année passée, à la rentrée, les enseignants avaient voulu faire des manifestations, donc les couches sociales avaient apprêté des manifestations. On n'a pas réglé les problèmes complètement, on a dû repousser un certain nombre de choses. Je savais qu'à un moment donné, tout ça, là, ça allait revenir. Maintenant, la voie utilisée n'est que la voie propice. L'injustice sociale, l'impunité, la corruption, la mauvaise gouvernance, tous ces problèmes-là, à un moment donné, vont forcément ressurgir. Et donc, l'occasion s'est présentée sur le plan plutôt politique de faire des manifestations. Et donc, quand vous prenez tous ceux qui font des manifestations, vous verrez qu'il y a une bonne partie qui ne comprennent rien à ce qu'on appelle constitution.
tout ce qu'ils veulent, c'est améliorer leur quotidien. Et ils pensent que, comme on leur dit que c'est à travers l'amélioration de la Constitution, il vaut mieux militer. Et donc, c'est clair que ces problèmes-là allaient venir. On s'y attend un peu, mais maintenant, ça prend ça, c'est carrément un autre problème. Et est-ce que ça finit de pour ça va s'aggraver? Je suis un peu sceptique, je pense que ça va s'aggraver si on ne fait rien de concret pour corriger cela. Et des fois, les acteurs se succèdent sur la tribune et font des commentaires sur ce qui se passe. On a écouté la mouvance présidentielle avec des conseillers ministres qui se sont prononcés au cours de la semaine. Jean-Pierre Fabre également s'est prononcé, tout comme Gilbert Bawara. Vous avez écouté tout ce beau monde-là. Qu'est-ce que cela vous dit quand vous écoutez ces acteurs? Personnellement, je crois que lorsque j'ai écouté M. Gilbert Bawara, j'étais surpris parce que il y a quelques mois, il était le premier à donner un coup de pied à l'APG. Je me rappelle que c'est lui qui a dit que la page des réformes est tournée, et j'ai en face de moi certains propos de M. Gilbert Bawara qui datent d'un passé récent, où il disait, je le cite, « C'est une imposture et une supercherie de faire croire faussement à la population que l'APG contient des résultats toutes à la question des réformes politiques. » Fin de citation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est d'ailleurs lui qui avait dit au prime abord que cette page-là des réformes est fermée. Il a été rejoint quelques mois après par, je crois, le président de la Cour constitutionnelle qui avait tweeté aussi en ce sens. Aujourd'hui, vous voyez, c'est ce que moi j'ai toujours dit. Le dilatoire et la politique de la fuite en avant rattrapent toujours. Et aujourd'hui, ça les a rattrapés. Le peuple parle aujourd'hui. À l'intérieur, j'ai écouté les populations dire « Nous voulons le changement ». Dans la diaspora, on dit, le slogan le plus célèbre, c'est « For must go ». Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de revoir toute la copie, de mettre fin à cette politique du dilatoire, à cette politique de la fuite en avant, de la roublardise. Et il faut mettre fin à la malhonnêteté politique, parce que 11 ans après ce que vous êtes assis et vous avez signé, c'est aujourd'hui qu'on trouve l'opportunité. D'ailleurs, la manière dont ce projet de loi a été annoncé viole l'article 144 de la Constitution, parce que cela n'émane pas du gouvernement, mais concurremment du président de la République, c'est ce que l'article dit. Mais ce qui choque encore l'entendement humain, c'est que les députés n'ont eu droit au contenu de ce projet que le mercredi. On va revenir amplement sur ce projet de loi. Voilà tout ce que nous vivons. Et tout cela a causé quoi? La frustration dans la mémoire collective. Il faut réagir. Voilà. Ibrahim, vous avez écouté également ces acteurs. Je voudrais qu'on prenne notamment Jean-Pierre Fabre et Bawara, puisqu'on a vu que les deux ont réagi pratiquement sur les mêmes sujets. À les écouter, notamment sur RFI, qu'est-ce que cela vous a dit? Prenez les deux. Ouais, bon, à les écouter, nous avons senti d'un côté certaine façon d'aller vers la surenchère, et quand on écoute aussi M. Bawara, on sent une certaine ouverture, mais sauf qu'il montre une autre voix qui nous dit qu'à proprement parler, il n'y a pas une, disons, volonté assez ferme de faire aboutir ces réformes, parce qu'il dit que si l'initiative du Parlement n'aboutissait pas, il y a quand même la voie référendaire qui pourrait aussi amener le Togo. Ce sont des voies prévues par la Constitution. Bien évidemment. Et donc, quand on est dans une situation telle que nous la vivons, on voudrait quand même que la voie qui est essayée actuellement, c'est-à-dire que la voie parlementaire, puisse aboutir. Et donc, on devait, à mon avis, miser sur cette voie parlementaire, essayer de voir dans quelle mesure on peut amener les interlocuteurs, c'est-à-dire que les députés de l'autre bord qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, à vous rejoindre et à faire de telle sorte qu'un consensus puisse être dégagé pour que le texte envoyé par l'exécutif puisse aboutir. Mais quand tout de suite on dit que bon, si ça n'aboutit pas, c'est que à proprement parler, on ne sent pas une certaine volonté, un certain engagement pour faire aboutir cela. Moi, c'est la remarque que je fais, c'est personnel à moi. Et quand je retourne un peu vers Jean-Pierre Fabre,
Je parlais de surenchère en ce sens que M. Jean-Pierre Fabre sait pertinemment que le fait de dire que Faure doit quitter le pouvoir, je ne sais pas, ça ne tient pas sur aucun test constitutionnel ne l'explique à proprement parler, et cela ne repose sur aucune disposition constitutionnelle. Si au niveau de l'Assemblée, si on arrivait à faire revenir la Constitution de 1992, je me demande comment on pouvait tout de suite acter le départ du chef de l'État. Et il y a une institution qui s'occupe de l'interprétation de la loi, et c'est cette institution qui est la seule habilitée à pouvoir constater si le chef de l'État doit quitter ou pas, au cas où la Constitution de 92 revenait et que tous les députés à l'Assemblée nationale accédaient à cela, votaient pour ce retour de la Constitution de 1992. Donc, au-delà de tous ces propos, au-delà de toutes ces réactions, moi, ce que je dis, c'est de savoir ce que nous réclamons, ce que nous voulons. Actuellement, le besoin qui se fait sentir au Togo, c'est le besoin d'aller vers ces réformes constitutionnelles, ces révisions constitutionnelles. Et si nous voulons que ce chantier aboutisse, nous devons avoir en mémoire que actuellement, ce que l'exécutif a envoyé comme test au niveau du Parlement, soit ce n'est pas encore de façon beaucoup plus concrète ce que la Constitution de 92 demande, et là, ça donne libre cours aux députés de l'opposition qui sont là-bas de pouvoir apporter des amendements au test, parce que tout de suite, ce n'est pas que le test va arriver, ça va passer à la plénière. Il y aura la session, comme vous venez de le dire, de la commission des lois qui va étudier. Il y aura des apports et peut-être même certaines choses qui seront ajoutées au test envoyé par l'exécutif, et après, bon, de façon peut-être, je peux dire, unanime, et tous les députés vont se retrouver à la plénière et s'entendre, bien évidemment, parce qu'il faudrait aussi qu'il y ait des concessions. C'est à ce niveau aussi que je vais demander de la part des courants, je veux parler de la mouvance et de l'opposition, d'avoir des discussions souterraines. On ne dit pas d'aller dealer sur le dos du peuple, mais de pouvoir avoir en mémoire l'intérêt général et voir dans quelle mesure ce chantier des réformes-là peut aboutir. C'est ça l'essentiel pour le moment. Sinon, s'il rate cela, je me demande est-ce qu'il mérite vraiment d'être nos représentants à l'hémicycle. Spiro, on a vu les postures antagonistes, et ce n'est pas une surprise, chacun défend son camp. Mais il y a quand même certaines divergences. Pour Jean-Pierre Fabre, l'application, mais le retour à la Constitution de 92 implique le départ du chef de l'État. Pour Bawara, il faut même pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut aller d'abord aux réformes et discuter après. Oui, je crois que sans porter un jugement de valeur a priori sur ce que les deux ont dit, je pense que ça ne fait que montrer le clivage profond entre les deux camps. Quand vous prenez ce que Jean-Pierre Fabre a dit, on sent que ils vont demeurer campés sur leur position en essayant de mettre en aucun cas dans ce test-là. Et du côté de la mouvance, ça montre qu'on ne voudrait pas que les deux petits mots en aucun cas là reviennent. Et ce qu'il faudrait dire que les deux vont rester et que les deux envisagent déjà que le projet de loi ne va pas aboutir. Et donc qu'ils seront obligés d'aller au référendum. Sauf que quand on parle de référendum, ce n'est pas quelque chose qui se fait en deux jours. Ça prendra un peu plus de temps. Et aujourd'hui, les rues sont en train de dicter leur loi. Et ce que je veux dire, c'est que quand tout à l'heure, mon ami disait qu'on peut s'attendre à ce que il ne faut pas dealer autour du peuple. Aujourd'hui, les opposants savent que le peuple est à l'écoute. Il y a les réseaux sociaux. Et donc, le premier qui ira dealer derrière, je pense qu'il est grillé politiquement. Et donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas. Et ça aussi, c'est encore un danger, parce qu'au lieu que ce soit les leaders qui orientent la rue, c'est la rue qui oriente aujourd'hui les leaders. Et c'est ce jeu-là qui fait notre crainte, nous, au niveau des droits de l'homme, parce que nous avons l'impression qu'il n'y a plus de meneurs d'hommes, et que les gens se mènent. Et à ce jeu-là, c'est très dangereux, et que la rue puisse s'embraser. Maintenant, quand on revient au contenu, quand il dit que quand on va revenir à la formule en aucun cas, ça signifierait que le président de la République actuelle doit immédiatement quitter, je pense que ça c'est de la surenchère. C'est de la surenchère politique et c'est
c'est à bon droit. On peut le faire, on peut la faire. Mais sauf que quand vous dites un certain nombre de choses, malheureusement la population l'intègre d'une façon ou d'une autre. Et l'intolérance politique que nous avons connue dans notre pays, mêlée à la défiance entre les gens, fait que le résultat est extrêmement dangereux. Quelqu'un me racontait aujourd'hui qu'il a rencontré un garçon qui lui disait qu'ils vont marcher sur Lomé 2 pour aller chercher M. Foy Nassimi dans son bureau. Et on lui a demandé est-ce qu'il sait où se trouve le bureau. Et il a dit en tout cas lui il est décidé. Donc vous voyez, c'est qu'on est en train de colmater la mentalité, la façon de penser des gens, en ne précisant pas les risques et les conséquences d'un certain nombre d'actes. Aujourd'hui, je crois que ce qui serait beaucoup plus sage, c'est que les deux parties arrivent à avoir un texte consensuel qui prenne en compte l'intérêt supérieur et majeur de la population. Et la formule, ça ne nous intéresserait pas. Mais le résultat, c'est ça qui doit être notre point d'intérêt, puisque nous devons sortir de l'injustice sociale, de l'impunité et des atteintes graves aux droits de l'homme. Et ça commence par revenir. Et parlant bien sûr des droits de l'homme, y compris également la presse, on constate depuis le début de ces manifestations du 19 que la presse d'une manière ou d'une autre fait sa part, joue sa partition, mais elle n'est pas vraiment bien vue par rapport aux actes qui se posent. On a vu des journalistes agressés, le retrait de l'accréditation de la consoeur Manuel Sodi. Deux confrères, Jérôme Sossou et Junior Amenounia, sont convoqués et doivent être au SRI actuellement pour plainte d'une autorité. Spero, lorsque vous voyez tous ces événements-là, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la presse est menacée, ou la liberté de presse est menacée au Togo? Avant de répondre directement à cette question-là, je voudrais exprimer ici tout haut ma crainte. Je me rappelle que quand, au lendemain de la fermeture du bureau du HCDH, le Haut Commissariat pour les droits de l'homme, quand on fermait cet organe-là, le Premier ministre, M. Klassou, avait dit implicitement que voilà, aujourd'hui tout va bien au niveau des droits de l'homme. Et ce qui a été conforté par le premier gouvernement qu'il a fait, où il n'y avait pas de ministère des droits de l'homme. Et on a remarqué un peu plus tard que c'est revenu avec un secrétariat d'État, avec Madame Polo, que je tiens à féliciter pour tout ce qu'elle essaie de faire, même si ce n'est pas très évident à l'heure actuelle. Mais moi, mon inquiétude est telle que du 1er août à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a reculé sérieusement sur les quelques avancées qu'on a eues en matière de droits de l'homme. C'est vrai qu'il y a toujours des acquis, ça il ne faut pas le nier. Mais quand vous prenez la liberté de manifestation, la liberté d'information, la liberté de publication, il y a beaucoup de libertés qui ont été bafouées. Et aujourd'hui, il est même en gestation une modification d'une liberté fondamentale des droits de l'homme. Je pense que si je commence par faire toute la litanie et à développer ce que j'attends par cette violation des droits de l'homme, votre émission va se changer en une émission de défense des droits de l'homme, mais on ne pourrait même pas terminer avant la fin de la journée. Et défense, vous constatez également que sur le terrain, la presse n'est pas bien accueillie. La question que je me pose depuis que j'ai appris que le confrère de Radio Victoire a été molesté par, bizarrement, les forces de l'ordre, et que la caméra de Silvio Combe a été retirée, l'accréditation de Emmanuel Sodi retirée, et qu'aujourd'hui j'apprends également que deux confrères sont entendus par le service de renseignement d'investigation. Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que avant qu'on arrive au service de renseignement, je crois qu'il y a l'institution de régulation de la presse qui devait normalement jouer son rôle. Il y a l'OTM qui devait jouer son rôle. Mais je me pose la question de savoir si ces deux confrères sont en train de préparer un coup d'État, parce qu'il s'agit du service de renseignement et d'investigation. C'est de cela qu'il s'agit. Alors je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe au juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et que la HAC ou l'OTM ne sont pas arrivés à dire et que c'est le service de renseignement qui
qui convoque maintenant et qui entend les journalistes. On apprend que c'est suite à une plainte du président de la Cour constitutionnelle. Il y a la justice également, à part les deux institutions que je viens de citer là, qui œuvrent pour la défense ou bien la liberté de la presse. Il y a la justice. Mais je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe, comme l'a dit Spero. Il y a vraiment toute une violation des droits sur toute la ligne, au-delà même de ce qui arrive aux journalistes. J'ai encore à la mémoire une image d'une femme que les forces de l'ordre sont allées chercher jusque dans sa chambre. Mais on a vraiment reculé. Et moi, je crains. Non pas pour moi, mais parce que les vieux démons ressuscitent gravement. Ibrahim, est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui pour la presse au Togo? Bon, mais je pense que ça serait exagéré de dire qu'on doit craindre pour la presse. C'est une question. Oui, je dis que ce serait exagéré de le croire ainsi. Mais je pense, à mon avis, que c'est le fait de certains individus. Et le plus souvent, vous savez, quand vous êtes dans un pays, il y a souvent de ces zélés qui prennent des airs, qui prennent des attitudes, des fois qui ne sont pas de nature à amener à l'apaisement. Et c'est vrai que c'est une plainte déposée par le président de la Cour constitutionnelle, c'est ce que nous avons appris, suite à une publication de notre confrère Jérôme Sossou. Je vais parler du terrain des enjeux. Et M. Spiro le disait, il y a quand même des instances où on pouvait quand même aller se plaindre pour le moment et non pas débarquer tout de suite au niveau de la justice pour qu'on soit rétabli dans ses droits. Et selon les informations aussi que j'ai, le confrère, après publication de ces informations, est revenu dans une autre publication pour faire un erratum. Et en matière de presse, quand on fait déjà un erratum, ça voudrait dire que d'une manière ou d'une autre, on a réparé le tort. Et je ne vois pas pourquoi on amène encore une plainte à l'endroit de ce confrère. Bon, peut-être qu'il y a un autre problème à proprement parler, un autre différent entre les deux personnes. Et ça, ce n'est pas bien quand même qu'on débarque ça dans le domaine public et créer ce cafouillage auquel nous avons assisté ce matin. Je parle de cafouillage parce que le SRI qui convoque des journalistes, mon confrère Ildefonse s'inquiétait, il se demandait mais est-ce que c'est une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État, on les appelle pour investiguer, pour voir ce qui se passe. C'est vrai que dans la procédure judiciaire, le parquet peut demander au niveau du RCRI, puisque tous ceux qui sont au SRI sont on les appelle souvent des officiers de police judiciaire. Donc dans l'enquête préliminaire, ils peuvent aussi être associés. Mais pour le cas peut-être je dirais de problèmes de presse, nous parlons souvent de publication. Bon, est-ce qu'ils sont spécialistes de la chose, de la question de publication? Je pense que la HAC était bien placée pour... Il y a le terme également. Le terme aussi. Bon, la HAC, si on veut aller au niveau étatique, cette institution peut, comme on le fait souvent, convoquer le journaliste, entendre le journaliste et voir dans quelle mesure on peut amener à un règlement à l'amiable entre les deux personnalités. Si après... disons, entretien avec notre confrère et on constatait qu'il y a eu délibérément une erreur professionnelle. Je pense qu'il fera profil bas, il verra dans quelle mesure il pourrait plutôt réparer le tort. Bon, mais aller directement au niveau du RCRI, ça fait craindre parce que on ne sait pas, peut-être nous sommes des journalistes, nous mettons sous presse des informations chaque semaine. À cette allure, on doit être vraiment un peu inquiet, mais ce que nous savons, c'est que il y a les associations des droits de l'homme qui sont avec nous, qui ont fait surtout les CACIT, et les autres associations qui ont fait un très bon travail. Aujourd'hui, nous avons un cadre dans lequel nous évoluons, un cadre beaucoup plus, en tout cas, je peux dire, favorable à l'exercice de notre profession. Ce n'est plus un cadre beaucoup plus policier ou
avant de publier même, vous faites l'autocensure, vous ne savez même pas quel mot il faut aligner, quelle information il faut mettre sous presse, parce que vous avez peur qu'il y aura des interprétations qui se feront et cela pourrait vous coûter vraiment des sanctions. Et même si ça ne tient qu'aux sanctions, ça va, parce que ça peut aussi amener à d'autres restrictions et voire des attaques, des atteintes à votre intégrité physique. Bon, mais le constat que moi je fais aujourd'hui, c'est que en matière de communication, nous n'avons plus trop de problèmes avec le pouvoir, nous n'avons pas trop de problèmes au niveau de l'environnement dans lequel nous exerçons, sauf la précarité qui caractérise la presse togolaise. Et les gens, je peux dire, certaines autorités profitent de cette précarité pour nous rendre encore beaucoup plus, en tout cas moins professionnels, avec des tentatives de corruption par là, avec des rétentions d'informations. On ne nous donne pas des informations, on voudrait qu'on devine des choses pour écrire. Et là, quand vous êtes beaucoup plus ingénieux et que vous allez dans un sens en passant par des stratégies peu orthodoxe pour avoir des informations, et lorsque vous publiez ces informations, on vous crée des ennuis, même si ces informations sont vraies. On passe par tous les moyens pour vous dire que où est-ce que vous avez reçu cela, et ça rend un peu l'exercice un peu difficile. Et vraiment c'est regrettable, mais ce que je retiens peut-être grosso modo, c'est que du moins actuellement ça va. Ce n'était pas comme hier où on était sous un régime beaucoup plus dur, où quand vous écrivez, et quand vous mettez des informations sur presse, vous avez peur toute la journée et vous attendez peut-être le coup de fil d'une autorité militaire que je ne veux même pas citer encore, c'est lui faire trop de publicité. Il nous a trop traumatisés. Voilà, on espère que ça va se régler le plus tôt que possible, que la question de la presse ne puisse pas venir polluer l'atmosphère dans ce que nous vivons maintenant, Monsieur le Président Spero. Oui, comme moi j'ai voulu le dire tout à l'heure, hein, moi ce n'est pas simplement l'incident majeur avec les journalistes là qui me pose problème. Je dis que c'est un incident majeur parce qu'on sait que en matière de communication, il peut toujours avoir des bévues. Ce n'est pas souhaité, ce n'est pas encouragé. Mais le mécanisme juridique même a permis de régler un certain nombre de problèmes. Il y a le droit de réponse, il y a le droit de rectification qu'on peut utiliser lorsque l'information qui est passée n'est pas bonne. Et si au-delà de ces deux droits que vous voulez exercer, vous voulez faire une poursuite en justice, quitte à vous, libre à vous, ça peut amener peut-être à une sanction pécuniaire, mais on a essayé dans tous les cas de dépénaliser complètement le domaine de la communication. Et si on se plaint parce qu'un journaliste a publié quelque chose, il y a des voies, il y a des recours qui existent. Maintenant, qu'on aille directement au SRI pour que ça soit réglé, je pense que c'est un peu très fort. Notamment, mais d'un autre côté, regardez, pendant 5 jours, 6 jours pratiquement, nous avons été sans Internet. Et vous savez qu'aujourd'hui, la communication, l'information, la diffusion d'informations passe par l'Internet. Je laisse de côté l'utilité économique de la chose, qui fait qu'il y a des sociétés qui ne peuvent pas fonctionner sans Internet aujourd'hui. Quelqu'un me dira, et avant, mais on n'est pas avant, on est aujourd'hui. Et l'Internet est devenu incontournable. Et on a coupé l'Internet, et ça, personne n'en parle. C'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte aux droits de l'homme. Je laisse ça aussi. Prenez, les gens ont voulu manifester sur toute l'étendue du territoire. Une manifestation qui, a priori, a été déclarée une manifestation pacifique. Les informations que nous avons reçues nous font état qu'Akara, des groupes armés, pas la police, pas les forces de l'ordre, non, des groupes armés ont empêché les manifestations, mais sous le regard des forces de l'ordre. Je pense que ça aussi, c'est une régression extraordinaire des droits de l'homme. On ne peut pas permettre que les gens se poursuivent, quel que soit le camp, devant les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre devaient intervenir et rétablir la liberté de manifestation. Plus grave encore, les gens ont manifesté toute une journée, c'est bon. À 22 heures, on devait les disperser. Je suis d'accord. Mais disperser, mais la dispersion doit être proportionnelle à ce qui est en face.
Et lorsqu'on commence par tirer des gaz lacrymogènes sur les gens et les bastonner, les poursuivre jusqu'à la maison, les fesser. Nous, au niveau du CACIT, nous avons reçu beaucoup de blessés que nous sommes en train de soigner aujourd'hui, que les médecins sont en train de soigner par nos soins. Et j'avoue que quand vous voyez ces blessures-là, ça fait mal au cœur. Je n'ai jamais envisagé qu'on ferait un si grand retour à une époque révolue, que je pensais révolue. J'ai été à Genève à l'examen périodique universel et j'ai été fier de voir le Togo dire ça on ne fait plus, ça on ne fait plus, ça on ne fait plus, ça c'est déjà fait, ça, etc., etc. Mais est-ce qu'on pourrait encore dire ça? Et chaque fois, on ne va pas revenir sur les mêmes problèmes. Si on a un droit acquis, il faut qu'on progresse. On ne va plus revenir sur ces choses-là. Il faut trouver un autre mécanisme beaucoup plus démocratique avec le respect de la primauté du droit pour régler les problèmes. Et l'autre versant qu'on ne voit pas, c'est quand on nous dit, par exemple, qu'avant de faire une manifestation, il faut faire une déclaration. C'est tout à fait légal puisque c'est consacré par une loi sur les manifestations. Mais je veux attirer notre attention sur le fait que ça, c'est les manifestations qui sont organisées. Mais il y a de l'autre côté les manifestations qui sont spontanées, qui ne dépendent de personne. Et ça, là, on en fait quoi? Et si on oublie tout ça là et qu'on commence par dire que quand il y a un événement important dans un délai de 30 jours, il n'est pas possible de manifester, je pense qu'on a fait un grand bond en arrière. Là, vous faites allusion à l'avant-projet de loi. À l'avant-projet du ministre de la décentralisation qui voudrait introduire ça. Et je pense que il devait l'enlever en même temps. Imaginez si chaque mois le Togo doit abriter, comme c'est le cas souvent maintenant, doit abriter un événement majeur et qu'on doit dire vous ne pouvez pas manifester dans un délai de 30 jours, on fera 2 ou 3 années sans aucune manifestation. Laissez les gens manifester de façon pacifique. Ce qu'il faut interdire, c'est les manifestations violentes. Et ça, c'est consacré par les droits de l'homme. Voilà, nous espérons que tout le monde va comprendre ce qui est important et utile pour le Togo pour avancer. C'est le plus important. Nous allons attaquer proprement dit l'avant-projet de loi sur la révision constitutionnelle avec Idefons. Ça a commencé le début de la semaine avec la session extraordinaire, mais arrivé, il y a eu des chamboulements, et aujourd'hui, on est revenu à proprement parler de cette session consacrée exclusivement à la révision constitutionnelle. Est-ce que vous avez des échos de comment ça s'est passé aujourd'hui? Je crois que depuis hier, ce qui s'est passé, c'est que les députés étaient arrivés. Depuis mardi, ils ont dit, compte tenu de la situation qui prévaut ou qui prévalait, il faut suspendre l'étude du budget et essayer de voir comment examiner le projet de loi. Je crois que entre députés, ils se sont entendus, mais le mercredi, les discussions ont continué. Chose grave, c'est que ils n'ont pas trouvé un terrain d'entente, ça a continué. Et hier, pensant que le sujet serait à l'ordre du jour, lorsque le président de l'Assemblée nationale a fait lecture de l'ordre du jour, les députés de l'opposition se sont rendus compte qu'ils ont été bernés, alors ils ont plié bagage et ils sont partis. Ce que je ne comprends pas, c'est que lorsque nous remontons le cours de l'histoire, où on nous dit aujourd'hui que ce qui importe, c'est qu'on respecte la loi. Mais moi, je me rends compte que les législateurs togolais sont les premiers à violer les lois de la République. Mais je pense que vous faites dit tout ça. Non. Si en 2005, ou bien en 2002 et en 2005 surtout, l'article 144 demande à ce qu'on ne fasse pas, qu'on ne touche pas à la Constitution en période intérimaire ou durant la période de vacances du pouvoir, et qu'en 30 minutes, on a pu modifier la constitution d'un État, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on nous dira que l'article 110 des règlements intérieurs de l'Assemblée nationale demande à ce qu'on n'examine pas en procédure d'urgence quelque chose qui aujourd'hui trouble le sommeil des 7 millions de Togolais que nous sommes. Si véritablement on avait envie ou bien cette volonté d'apaiser la situation, je suis sûr que l'examination du projet
du budget n'allait pas primer sur ce qui fait qu'aujourd'hui que les gens sont dans la rue. Moi, c'est ce qui me dérange. Dieu merci que aujourd'hui les choses ont commencé. J'ai appris que tout le monde était présent. Ils ont commencé. Et avant que je n'entre au studio là, mon correspondant de là m'a dit que le président de l'Assemblée est sorti, il est parti. Mais il attend que les députés sortent pour que des interviews soient faites, pour qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Donc jusque-là, nous ne savons pas. Mais ce que je dis, pour apaiser le climat, il faut que les gens se souviennent de ce que l'histoire a retenu, que pendant 30 minutes, on a pu procéder à des révisions constitutionnelles et qu'on essaie de voir ce qui se passe pour que la volonté soit. Espérons, on voit aujourd'hui que le débat n'est plus forcément lié aux réformes, mais un peu cristallisé sur la personne du chef de l'État. Nous voulons tous aller aux réformes, selon les politiciens, les politiques, mais après ces réformes, on reçoit la Constitution de 92 et il faut que le chef de l'État s'arrête là. Le débat est à ce niveau. Et surtout, quand on parle de cette Constitution de 92, il y a la partie dont vous avez fait allusion tout au début. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel, cette portion de phrase qui ne figure pas dans l'avant-projet de loi du gouvernement peut fausser les données? Ce n'est pas si je pense que ça peut fausser les données. Je pense que c'est la pièce maîtresse des données. Et malheureusement, au Togo, nous sommes peut-être même un peu plus francophiles que les Français. Et pour un petit mot, avec tout son sens, nous pouvons passer 4 heures, 5 heures à discuter sans qu'on ne s'entende pas. Et donc, ce n'est pas les mots qui me posent problème. Ce qui me pose problème, c'est qu'en réalité, et ça, c'est une lecture personnelle, je pense que l'opposition entière, je pense que le peuple togolais entier ne serait pas en train de crier cette phrase "For must go" si depuis 2006 les réformes ont été faites. Tout part de là. La personnalisation des problèmes, la politisation acerbée des problèmes, c'est des problèmes que nous nous créons pour rien au Togo. Aujourd'hui, c'est clair que ce qui me chagrine, c'est que les députés, les honorables, sont les représentants, les élus du peuple. Et ils doivent chercher beaucoup plus l'intérêt du peuple que le peuple lui-même, sans aucun parti pris. Et donc, s'ils intègrent cette réalité-là à leur comportement, je pense qu'on peut même s'amuser à dire, venez à l'hémicycle en laissant dehors votre habit partisan. La question qui se pose aujourd'hui, c'est laquelle? Est-ce que nous revenons à la Constitution de 92 ou nous voulons réviser la Constitution d'une autre façon? Laquelle de ces façons-là va avoir l'assentiment du peuple togolais? Ce qui est clair, c'est qu'on veut que quand vous avez fait 2 mandats, vous ne puissiez plus revenir. Faites-nous ce test-là. Puis après, pour les questions personnelles, il y a sous tous les cieux ce qu'on appelle les accords politiques. Allez en accord politique, régler ça. Mais nous, on veut des tests. Que ce soit Kofi, Kodjo, Komi, on veut que quand tu as fait 2 mandats, tu ne puisses pas en faire un 3e. Ce que, malheureusement, ce que les gens ne voient pas, et c'est en cela, peut-être que Blaise Compaoré a péché et il a eu problème, c'est de penser que les hommes soient plus forts que les institutions. Si un parti politique est suffisamment professionnel, suffisamment établi démocratiquement, ce n'est pas la personne qui pose problème. Quelle que soit la personne, vous avez tout un programme initié par le parti que la personne est censée appliquer. Le chef du parti n'est même pas obligé d'être, par exemple, le président de la République, ni d'être député. Il peut toujours donner l'impulsion, mettre en dehors. On n'est pas obligé. Vous imaginez que si Mandela était en vie et qu'il y avait des problèmes du genre que rencontre Zuma,
que le peuple sud-africain n'irait pas faire recours à Mandela pour avoir des conseils. C'est de ça que nous avons besoin. Des gens qui se prennent suffisamment de hauteur pour que ces gens-là soient pour nous des modèles de vie. Laissons les problèmes. Le Togo n'en a pas. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Aujourd'hui, je n'en vois pas. Je discutais avec une personnalité. Je dis, mais aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue. Qui va présider ce dialogue-là? Monseigneur Bariga a été déçu, vraiment découragé par nos comportements. Je parle des politiciens, par leur comportement. Donc, je ne le vois pas revenir là-dessus. Nos présidents chefs d'État, c'est Blaise Compaoré qui avait conduit les négociations en 2006. Aujourd'hui, rien n'est fait. Quel président va s'aventurer dedans? La CEDEAO peut le faire. Mais j'ai écouté les gens, ils ont commencé encore un autre problème personnel. Ils se sont dit que Marcel de Souza, il est le beau-frère du président, donc il ne peut pas. Chambas, on a dit non. Il est mandaté pour... Et vous voyez, on crée suffisamment de problèmes pour augmenter les surenchères. Au Togo, on fait trop de politique politicienne. Allons à l'essentiel. Et malheureusement, c'est ce que je disais au début. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, en tout cas, je voudrais me tromper. Je ne suis pas sûr qu'ils vont sortir très facilement un test pour dire nous sommes d'accord, maintenant c'est bon. Je ne suis pas sûr. Moi, je suis très sceptique sur ce qui est en train de faire, J'aurais souhaité dormir en paix, me disant enfin maintenant ils sont rentrés dans la salle et ils vont sortir un test. Lequel? Si même au plus tard en juin 2017, et tout récemment, si même en ce moment-là, le pouvoir a voulu faire les réformes, je pense qu'on aurait trouvé même le terrain pour enlever l'expression en aucun cas, et on aurait fait les réformes sans aucun problème. Mais à force de traîner les pas, les gens augmentent les enchères pour se rendre encore beaucoup plus dans une position de force. Vous voyez, le langage est allé graduel. Au départ, on a dit, nous voulons les réformes. Après, on a dit, on veut revenir à la Constitution de 1992. On dit, avec l'expression, en aucun cas. Puis on dit, M. Ford doit partir. Et que d'ailleurs, on ne veut plus rien d'autre que ça. Et on risque, dans quelques jours, de changer encore ces phrases-là. C'est pour ça que je dis, ne demandons pas à la rue de dicter ce qui doit se faire. Instruisons et faisons comprendre à la rue ce qui doit être fait. Et ce qui doit être fait, c'est les réformes, non pas seulement constitutionnelles. Parce que pour le moment, on gravite sur les réformes constitutionnelles. Mais il y a les réformes institutionnelles. Quel serait le plus beau signal si, par exemple, demain ou après-demain, le président de la République annonce la dissolution pure et simple de la CENI et la reconstitution d'une CENI beaucoup plus équitable, beaucoup plus technique, beaucoup plus professionnelle, et avec des gens qui soient disposés à faire un véritable travail. Je pense que ce serait un déclic pour le pouvoir, pour les opposants. S'il dit aujourd'hui, faisons en même temps le test sur la CNDH, nous allons faire une vraie CNDH avec quelqu'un qui soit professionnel, avec des gens qui soient vraiment indépendants, ce serait des déclics. Tout ça, là, on a besoin de les faire. Ce n'est pas... moi, personnellement, je pense que nos problèmes ne seront pas réglés si on dit demain matin, M. Fanyassim est parti. Il y a d'autres formes de problèmes qui vont encore régler. Nos problèmes sont beaucoup plus loin que ça. Nos problèmes, c'est que nous voulons une justice sociale, nous voulons régler définitivement le problème de l'impunité, de la corruption, etc., etc. Tous les fléaux que nous avons. La semaine prochaine, bien sûr, l'Assemblée fait son boulot, mais les politiques seront encore dans la rue, les 20 et 21. Ça a commencé avec les 14 partis de la coalition de l'opposition. On apprend dans la foulée également que UNI veut marcher. Ibrahim Acha, la semaine risque encore d'être mouvementée. Oui, elle sera mouvementée et je pense que le ministère de l'administration territoriale saura comment gérer ces différentes manifestations. Je dis gérer, c'est de voir au niveau des itinéraires que c'est de marche-là, c'est-à-dire la marche de l'opposition, la marche de UNIR ne se croisent pas pour qu'il y ait quand même des grabuges et qu'on assiste vraiment à des situations déplorables. Donc si on gère ça comme ça, je pense que ça peut aller. Bon, maintenant, la marche de l'opposition, je pense que c'est toujours dans la
continuité de la pression qu'il faut exercer sur le pouvoir et contraindre le pouvoir à lâcher prise, à faire des concessions. Vous avez vu qu'il a suffi seulement que l'opposition annonce une marche, je vais parler de la précédente, des 6 et 7, et ça a apporté un déclic, ça a mené quand même à introduire rapidement un test constitutionnel de révision constitutionnelle au niveau de l'Assemblée nationale. Donc si l'opposition estime que ce pouvoir n'écoute que le langage de la pression, le langage des surenchères, je pense que c'est de bonne loi que cette opposition continue par appeler à la manifestation pour contraindre le gouvernement à faire le pas décisif, le pas qualitatif pour aller vers l'amélioration de la situation dans notre pays. Et de l'autre côté, si UNIR estime que la rue, c'est pas pour l'opposition seule, bon, elle aussi, je vais parler du parti, il est aussi dans son droit de mobiliser ses militants et de les déverser dans la rue et manifester pour soutenir leurs champions. Et je pense que dans tous les cas, c'est toujours la démocratie qui est vraiment en effervescence, mais seulement je demanderai de la part de ces deux camps de tout faire pour qu'on n'arrive pas à des situations qui puissent être vraiment des situations regrettables pour notre pays. Et défense, la semaine dernière, ou bien l'autre semaine des 6 et 7, lorsque les 14 partis politiques de l'opposition prévoyaient manifester dans 45 localités du pays, le ministre de la Sécurité avait évoqué un problème de manque d'effectifs. Maintenant que la mouvance présidentielle s'en ajoute, vous vous rappelez, l'opposition veut encore marcher toute l'étendue du territoire, la mouvance s'en ajoute. Est-ce qu'on va vraiment trouver les moyens pour pouvoir encadrer ces manifestations? Je crois que nous sommes dirigés par des gens qui, lorsque la situation se présente, trouvent toujours des alibis. Et donc, on verra. Il trouvera. Je suis sûr qu'il trouvera un alibi. Parce que là, je ne comprends pas. C'est l'opposition qui veut marcher. On n'a pas d'éléments pour les encadrer. Pour gérer, pour les encadrer. Maintenant, c'est pratiquement toute la population qui veut marcher. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne sais pas. Allez leur poser la question. Je ne me mets pas dans leur peau. Je ne voudrais même pas les ressembler. Parce que c'est ça. On va terminer cette émission avec une dernière nouvelle de la semaine, c'est l'élargissement du gouvernement Classou. On a vu, entre-temps, c'est Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme qui était rentrée. On a vu après le ministre du Tourisme. Aujourd'hui, on parle du nouvel secrétaire d'État à la présidence chargée de la finance inclusive et de l'informel. Spero, on en a besoin aujourd'hui? Donc, je pense que il est temps que le Togo comprenne qu'on n'a pas besoin d'être ministre pour faire un travail efficace. Quand vous créez un poste de ministre, c'est avec toute une panoplie de matériel et de ressources humaines qu'il faut déployer. On n'a pas besoin de ça. On peut avoir un directeur de ce secteur-là qui fasse exactement le même travail. Et secrétaire d'État avec rang de ministre, et on a déjà des ministres qui ne font rien, sans portefeuille. Il y a des ministres, il y a au moins 2 ministres qui sont sans portefeuille. Dans le gouvernement actuel, il y a 2 ministres qui sont sans portefeuille. Mais on n'a qu'à enlever un pour donner, parce que c'est des moyens qui sont déployés. Et aujourd'hui, le Togo n'est pas en situation financière florissante. Avec toutes les marges que les gens sont en train de faire là, nous ne continuons que creuser notre paupérisation. Alors, qu'on crée encore un secrétariat d'État aujourd'hui pour les trucs informels, je pense qu'on aurait pu créer simplement une direction pilotée par quelqu'un qui travaille déjà sur le dossier là, et le problème aurait été réglé. Je voudrais quand même finir, intervenir un peu sur la question précédente. Moi, quand il y a des marches, je passe des nuits blanches. Parce que il faut prier pour qu'il n'y ait pas violation des droits de l'homme, il faut prier pour qu'il n'y ait pas regret. On prie pour beaucoup. Et quand aujourd'hui nous sommes en train de soigner déjà des gens, notre prière c'est qu'on ne soit plus obligé de soigner des gens. Et donc il faut que les deux parties, les deux bords, que ce soit l'opposition et le pouvoir, qu'ils comprennent qu'on peut manifester sans tabasser, qu'on peut manifester de façon pacifique. Et c'est ce qui s'est produit le 6. Le 6, il y a eu, tout le monde est rentré, tout c'est bon, c'est bien. Et je pense que si ce n'est que ça, moi aussi je pourrais dormir en paix. Ibrahim Matia, le nouveau secrétaire d'État pour le Togo. Oui, et je pense que... Pour gérer le FNFI.
pour gérer la finance inclusive, parce que j'ai toujours dit cela sur tous les plateaux que... Donc vous êtes d'accord au moins sur ce qui se passe? Moi je suis d'accord, parce que le chef de l'État prend la mesure de la chose et il comprend que sur le terrain, ce qui se faisait, c'était de la mystification, c'était du folklore, parce que quand on parle de la finance inclusive, ce qui se faisait sur le terrain avec le FNFI, avec des femmes qui sont obligées de fuir parce qu'elles ont contracté un prêt de 30 000 et que ça a mal tourné, tout ça là, est-ce que c'était ça le développement? Le développement, quand on veut poser des actes pour amener les gens à améliorer leur quotidien, à améliorer leur façon de vie, et au finish, on ne les retrouve pas en prison, on ne les retrouve pas avec des soldats qui sont derrière elles et elles sont obligées de tailler, de fuir, de quitter la situation précaire qu'elles vivaient ici pour aller dans une situation beaucoup plus grave. Est-ce que Mme Mazama Assi va changer? Ce qu'elle va changer, c'est que ce qu'elle va changer, nous avons compris que qui trop embrasse mal étreint, parce que Mme Dogbé était surchargée, elle était avec beaucoup de portefeuilles, plus de 7 portefeuilles si je n'abuse pas, et ça fait que ça c'était vraiment du cafouillage qui se faisait au niveau de ce ministère. J'ai eu à dénoncer cela depuis fort longtemps, et aujourd'hui ce que nous remarquons sur le terrain, la marche, tout ce que les gens appellent revendications actuelles sur le terrain, c'est par rapport à la pauvreté. Il y a déjà de FNFI dedans. Mais bien sûr, il y en a plein. Parce qu'on ne peut pas développer et on ne peut pas amener une femme à s'épanouir avec 30 000 francs. Il faut aller... Bon, en tout cas, je ne veux pas revenir sur ces aspects, mais j'ai toujours dit que la formule pour le développement à la base dans notre pays, c'est un pilotage qui pêche par beaucoup de dysfonctionnements. Et Défense, pour terminer. 2 petites remarques. La première, remarque, c'est que lorsque Ibrahim dit que le chef de l'État a pris la mesure de la chose, je voudrais qu'on nous fasse l'audit de tout ce qui a été fait par le passé. Il y a ça. Mais la deuxième chose, c'est par rapport aux besoins sociaux. Moi, je ne comprends pas. On crée des ministères pendant le temps où on dit nos hôpitaux sont en agonie, il faut acheter des trucs, on n'en trouve pas. Et on crée, on continue toujours pas à créer. Mais c'est quelle gouvernance? Vous ne comprenez pas. Voilà, on va terminer comme ça sur les interrogations de Ildefonso Akpaki. Je rappelle, le directeur de la publication de la Gazette du Togo. En dehors de lui, on a aussi 2 autres invités dans cette émission. Ibrahim Acha, directeur de la publication de l'hebdomadaire Temps Nouveau, et Spero Maoli, président de CACIT collectif de l'association pour la lutte contre l'impunité au Togo. Nous avons été heureux de vous avoir ici dans cette émission. On espère vous retrouver très prochainement. Cette émission, elle se termine comme ça. Elle a été mise en onde par Romaric Fritas. Moi, je vous retrouve lundi à partir de 16h. Bon week-end chez vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.